Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À mon épouse, Roselyne. À mes parents chéris qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour leurs enfants. À mes deux directeurs de thèse, Henri-Louis Gault et Gérard Sensevi, pour leurs conseils, leur écoute et leur belle ouverture. À mon instituteur de CM2 d'Albert, Monsieur Després, qui fut un maître entièrement dévoué à la cause des enfants dans une petite école d'Albert, Somme. À mon professeur de philosophie de l'ENG d'Amiens, Mr. Huette, qui m'a donné le goût inaltérable de la philosophie et l'envie authentique de continuer mes études. À mon directeur de DEA en psychologie à Nantes, Marcel Postic, qui m'a donné le goût des études en psychologie et en sciences de l'éducation. Citation. La bienveillance, et toute action procédant de la bienveillance et conduite par elle est la seule arme contre la violence du monde, la seule médecine, le seul instrument pour construire la liberté, la santé et la joie tant chez l'individu que pour toute la population. James Sagi, 1909 à 1955, avec Walker Evans. Préface. Et si l'école publique française ne pouvait plus jamais se passer des valeurs humanistes? L'école publique française peut-elle se passer d'éducation morale? Voilà une question qui me paraît essentielle quand on réfléchit à l'enseignement des enfants d'aujourd'hui et à la construction des futurs citoyens de demain. Monsieur Guy Lheureux, qui a d'abord exercé cette belle fonction d'instituteur laïque pendant plus de 20 ans dans le nord de la France et qui fut ensuite inspecteur de l'éducation nationale pendant 20 ans dans le beau pays d'Anjou, le sait bien, confronté pendant 40 ans à cette question importante dans l'exercice de ses rôles éducatifs et formatifs. Ce n'est pas une mince affaire que de commencer et finaliser une thèse sur l'éthique et la morale quand on est retraité, qu'on habite un pays fréquemment confronté au rejet de la morale traditionnelle et de l'autorité sous ses multiples formes. On se souvient sans peine de la formule « Il est interdit d'interdire ». Pouvait-on lire sur les murs des manifestations de mai 1968 ? Quand on a conscience que notre société contemporaine est partiellement soumise à un consumérisme et un individualisme effréné où l'éthique minimale a été remplacée par un chacun pour soi et un tout de suite, qui laisse perplexes les éducateurs de tous bords. Mais surtout chaque éducateur, chaque professeur, chaque enseignant ne peut oublier qu'enseigner, c'est éduquer et c'est aussi former moralement l'enfant car sans formation morale, on ne peut enseigner. C'est ce que rappelle le chercheur quand il souligne les arguments de deux philosophes. John Dewey pour qui enseigner, c'est fixer un cadre moral. Paul Ricoeur qui déclare « La vie bonne doit être pensée et mise en acte avec et pour les autres dans des institutions justes ». Notre école et nos enseignants ont donc mission et fonction d'inculquer les fondements d'une morale minimale qui permet aux enseignants d'enseigner et aux éducateurs d'éduquer. L'inspecteur-auteur nous renvoie aussi à Vincent Descombes qui dans le raisonnement de l'ours insiste sur l'importance de moraliser quand on enseigne. Aucun éducateur ne peut donc assumer son œuvre éducative en se passant de morale. Pour enseigner la morale, l'éducateur doit pouvoir jouir d'une autorité reconnue par les élèves. Quel que soit son domaine de compétence, un éducateur doit faire passer chez ses élèves une leçon de morale humaine et pas seulement un savoir ou un savoir-faire dans tel ou tel domaine. Il doit leur communiquer non seulement une compétence dans une discipline, mais pourrait-on dire, la moralité de l'apprentissage, comme il y a la moralité qu'on tire de la fable. Que suggère l'auteur de cette thèse? D'une part, une éthique minimale est proposée, qui fixe le cadre sociétal, notamment la laïcité et la démocratie, valeurs essentielles sans lesquelles la France ne serait pas la France si elle ne possédait pas ces attributs si fondamentaux, l'un établi par les lois de 1905, l'autre depuis la Révolution, car la France ne serait pas la République française sans la démocratie qui la fonde et la définit dans son essence. Mais aussi les valeurs humanistes, incontournables dans leurs applications du vivre ensemble, et nécessaires pour construire la solidarité, la coopération entre les hommes, l'attention aux autres, la générosité, la non-violence et l'esprit de paix, tout essentiel pour faire barrage à l'individualisme, construire le futur citoyen, promouvoir un lien social pacifique et restaurer cette humanitude qui respecte la dignité de l'être humain et promeut le respect comme valeur cardinale des individus qui vivent ensemble dans les sociétés républicaines et démocratiques d'aujourd'hui. D'autre part, un éveil à la spiritualité laïque susceptible d'installer l'esprit de paix, d'enrayer l'agressivité mutuelle,
de retrouver sérénité et capacité d'écoute et d'attention, redécouvrir le sacré laïque, réapprendre à s'émerveiller et à s'accepter, grâce à des activités nouvelles qui ont fait leur preuve dans d'autres pays européens et qui apportent des résultats tangibles, les arts martiaux, l'éveil aux valeurs humaines, l'assise silencieuse et le yoga à l'école, la communication non violente et le développement de l'intelligence-divergence. Bref, une pédagogie de la bienveillance, un mieux vivre des élèves à l'école, un meilleur équilibre entre le corps et l'esprit, l'extérieur et l'intérieur, une place plus importante accordée au savoir-être aussi essentiel que les savoirs intellectuels, dans le respect mutuel des fonctions et des rôles, des autorités et des fragilités, et permettant d'espérer l'épanouissement des personnalités enfantines et professorales. Quand on fut témoin de la rédaction de la Charte des droits de l'homme, on ne peut qu'encourager une telle initiative allant dans le sens d'une école en meilleure santé qui conjuguera un savoir-être scolaire favorisant le vivre ensemble, une éducation du respect, un éveil au sacré laïque avec une vie sociale meilleure et une restauration une éthique minimale essentielle conduisant à la pacification des comportements. Ces réflexions et ces propositions nouvelles présentées par M. Guy Lheureux sont les bienvenues au moment même où notre État s'interroge sur la réhabilitation de la morale laïque et sur les contours philosophiques et pédagogiques qui devront être définis. Cette nouvelle philosophie de l'éducation en France pourra tout à la fois aider à résoudre les questions d'autorité, de violence et d'orientation, de répondre à inquiétudes légitimes des familles et des enseignants, et d'innover pour un mieux-être des élèves, toutes des évolutions qui permettront d'espérer des meilleurs résultats scolaires demain et après-demain dans nos écoles élémentaires. En effet, la paix ne se décrète pas, elle s'apprend et elle s'éveille dans le concret. La non-violence s'éduque par la pratique quotidienne, tout comme l'autorité et la concentration peuvent être restaurées grâce à une plus grande prise en compte du respect mutuel systématique de tous les acteurs et une redéfinition des rôles, des fonctions et des responsabilités dans un cadre strictement laïque et démocratique. Une pédagogie de la bienveillance peut autoriser chacun à épanouir, à réussir quels que soient les points faibles et les points forts de l'élève. Une nation se doit d'aider et d'accompagner ses enfants les plus faibles pour parvenir à un savoir-faire minimum commun tout en leur tendant la main pour le passage des gués difficiles dans la construction scolaire du futur citoyen. Ces évolutions, aussi nécessaires soient-elles, exigeront une formation des enseignants revue, réactualisée et redéfinie, une renégociation des responsabilités des différents acteurs, qu'ils soient enseignants, parents, administrateurs ou apprentis, dans le cadre de contrats et de chartes précisant les devoirs et les obligations de chacun, dans le strict respect de l'esprit démocratique et laïque devant imprégner la créativité des équipes qui réfléchiront aux applications éducatives et pédagogiques que ces propositions sous-tendent. Les objectifs permanents et partagés de l'éducation, que notre conscience nationale poursuit, ne doivent pas être perdus de vue. Notre école doit s'efforcer d'être épanouissante, efficace, tolérante et respectueuse des rôles et des fonctions de chacun, dans un cadre scolaire qui donne envie et le goût à chaque partenaire de donner le mieux de lui-même pour agir dans le sens non seulement des performances, mais du bien-être, du bien-vivre ensemble dans la seule direction de notre bien commun. Notre République se doit de souligner son attachement à la rénovation et à la restauration d'une éthique minimale et humaniste dans l'école française d'aujourd'hui. Enfin, je me réjouis de constater que des personnalités de grande valeur aient accepté d'apporter leur contribution au travail du chercheur en enrichissant cet ouvrage de leurs réflexions empreintes de sagesse, d'expérience et d'humanité. De même, ai-je plaisir à remercier M. Guy Lheureux pour l'intérêt de sa démarche, la qualité de la réflexion qu'il présente, la pertinence de ses propositions. Il est donc à espérer que de nombreux chercheurs et éducateurs aillent puiser dans cette thèse des idées et des orientations qui ne manqueront pas de marquer l'école française de demain, vers une scolarisation heureuse et réussie autant que la vie quotidienne qui l'accompagne. Introduction générale. Au terme d'une carrière dans l'éducation nationale, nous avons essayé de tisser une forme d'inventaire des interrogations qui restaient les miennes au vu de notre expérience professionnelle d'instituteur et d'inspecteur de l'éducation nationale, mais aussi à partir de notre vécu de citoyen qui lit la presse, écoute et regarde les médias, en étant pris, comme chacun de nous, dans des réseaux de discours ordinaires.
Il n'est d'ailleurs pas si facile de dissocier les représentations liées à un métier dont nous sommes un professionnel, et celles liées à notre vie quotidienne. Comment se forgent les convictions, comment s'installent nos doutes, nos hésitations, nos questions? Tout cela n'est pas simple à objectiver. C'est pourquoi l'idée nous est venue de nous engager dans une recherche universitaire, en espérant apporter quelques lueurs dans la forêt de nos propres questions dans un domaine crucial de l'histoire de la conception républicaine de l'éducation scolaire, celui de l'éducation morale. Nous avons abordé cette question en demandant principalement à la philosophie ses lumières, car le besoin de philosophie se fait sentir dès que les choses se gâtent, lorsque les grands principes paraissent, non pas à proprement parler réfutés par d'autres. Il n'y aurait là qu'un changement de morale, pas une crise de la morale, mais plutôt impuissant, vain, inapplicable. Quand le discours moral ordinaire, la prédication à grande ou à petite échelle, fait l'effet d'un prêchi-prêcha. C'est le signe que les prédicateurs, aussi talentueux soient-ils, ne parviennent pas à poser des principes dont l'application à la réalité paraisse pleine de sens. Dans une telle situation faite de confusion et de perplexité, nous ressentons un besoin de clarification ou d'élucidation. Il me semble que notre situation est exactement celle-là, et qu'il y a donc lieu de voir si la philosophie peut nous aider à mettre un peu d'ordre dans nos idées, à rectifier nos manières routinières de penser dans ce domaine. Descombes 2001. Interrogation préalable. L'idée d'un déclin de la morale dans notre société semble assez généralement admise aujourd'hui, dans les médias et par le sens commun. On parle d'affaiblissement des valeurs, de difficulté à juguler la violence chez certains jeunes, d'un laisser-aller de certains parents qui disent ne plus pouvoir faire face au comportement agressif de leurs enfants au point que certains écrivains prétendent même constater une mort de la morale. C'est un thème très communément partagé. Si cette déploration n'est pas nouvelle, car il semble qu'on la constate à toutes les époques et presque à toutes les générations, de telles rumeurs alarmistes et persistantes nécessitent que l'enquête soit menée sur l'histoire et l'évolution de l'éducation morale, en reconstruisant son évolution depuis la fin du XIXe siècle en France jusqu'à la période postmoderne actuelle, où il semble indéniable que s'exprime pour le moins une forte demande d'éthique et de meilleure identification des valeurs. Un constat paradoxal préalable à l'enquête? Si l'on simplifie, ce qui voudrait se donner dans l'ordre du constat conduirait à prendre acte d'une agonie générale de l'éducation morale française aujourd'hui, qui serait ainsi passée d'une intention prioritaire et d'un projet constitutif au moment de la construction républicaine, notamment dans la mission de l'instruction publique, à sa déconstruction puis à sa suppression presque complète dans les années 70. Cette préoccupation accéderait alors au rang de problèmes communs et de questions vives. La traditionnelle éducation civique était éminemment morale, selon l'heureuse expression du ministre de l'Éducation nationale Jean-Pierre Chevènement en 1985. 10 ans plus tard, François Bayrou, comme ministre, mais aussi comme homme politique et citoyen, a été seul à plaider pour la restauration d'une véritable éducation morale à l'école, sans succès. Le Feul 2009 page 12. Mais si la question de la laïcité reste passionnément débattue et plus que présente dans les médias en France, il peut sembler paradoxal aujourd'hui de voir le nombre relativement peu élevé de recherches et de publications scientifiques sur la question d'une morale commune. C'est ce qui motive en premier lieu notre enquête, visant notamment à faire le point sur les discours consacrés à l'éducation morale. Quelques indices d'une érosion de la morale. Préra soutient l'idée que nous assistons dans cette période postmoderne à une érosion de l'autorité éducative. Préra, 2010. Le lien entre autorité des éducateurs et éducation morale n'est pas à démontrer. Mais il faut sans doute distinguer cette idée de celle d'une crise de la jeunesse comme celle qui était apparue à la fin de la décennie 1950, et dont faisait état par exemple la revue des cahiers pédagogiques, en particulier le numéro 3 de décembre 1957, revue qui la présentait dans son jeu énonciatif comme un fait sociologique de refus de la présentation du monde, Riondey 2011. La confusion actuelle de nos repères moraux apparaît sur le fond d'une lancinante crise culturelle et sociale. Ce constat général, qui semble très partagé, y compris dans les milieux intellectuels, Legrand, 1991, pourrait être résumé comme suit. Invasion d'une société de consommation et de l'idéologie du profit,
qui entraîne indirectement des formes nombreuses et diverses de délinquance, fraude, endettement, détournement de fonds, délinquance civile. Évolution rapide de techniques qui brouillent le jugement que l'école échoue à former. Violence quotidienne dans les médias, les rues, l'école, la société. Retour de l'intolérance et du fanatisme religieux. Circulation de drogue avec conséquences physiques et morales sur les jeunes. De ce fait, il est indiscutable qu'après avoir disparu des programmes scolaires, après 1968, l'éducation morale et la question de comment éduquer moralement un enfant sont progressivement revenus à l'ordre du jour, simultanément à la multiplication d'actes de violence dans les écoles et hors de l'école, même s'il ne faut pas confondre l'inquiétude concernant les faits de violence, l'érosion de l'autorité et la question de l'éducation morale. Dans les grands médias de presse, par exemple Le Monde, le nombre d'articles s'inquiétant de la violence scolaire, depuis 1970, est supérieur à 10 par an en moyenne, Boulmot 2011. Cette préoccupation touche aussi durablement les rapports de genre, au point que des enquêtes sur les violences sexistes commencèrent à être diligentées sous le gouvernement Jospin à partir de 2000. Le problème paraît fondamental dans la mesure où il touche toutes les catégories sociales, et donc forcément l'école. Parce qu'il concerne les valeurs, il nous engage à ouvrir une réflexion conjointement philosophique et didactique. On pourrait alors conjecturer qu'il faut soutenir les valeurs fondamentales de l'éducation républicaine, en rappelant qu'elles sont notamment le contraire de l'indifférence à autrui. En effet, si l'on pose qu'il y a une crise contemporaine de l'éthique, ce déficit de moralité peut être imputé au fait que l'individu est plus tourné vers lui-même que vers les autres. Le problème éthique contemporain vient du fait que tout tend à favoriser notre logiciel égocentrique alors que notre logiciel altruiste ou communautaire est sous-développé. Morin 2004, page 198. Sans nous éclairer forcément sur ce qui peut en être cause, cette idée facilement partageable nous oriente de façon évidente vers l'hypothèse d'un déficit de formation aux valeurs humanistes dans la société actuelle. Mais comme y insiste Reboul, ces valeurs ne devraient peut-être pas être inculquées de l'extérieur, car elles résident dans l'éducation elle-même et elles en sont le sens, Reboul 1985. Un exemple de constat professionnel. Ajoutons aux remarques précédentes un constat tiré de nos propres observations, celle d'un professionnel de terrain, dont les éventuels jugements doivent certes être également objectivés et soumis à l'analyse. En tant qu'IEN, nous avons effectué des observations pendant 22 ans lors de visites et d'inspections dans des écoles publiques et privées de 3 départements différents, Paris, Somme, Maine-et-Loire. Nous en retirons principalement le constat, sans préjuger de savoir si c'est une bonne chose ou un fait dommageable, que les règles écrites sont rares dans les écoles. En effet, nous avons très rarement eu l'occasion de trouver dans les écoles une charte des obligations et des devoirs des adultes et des enseignants, ni par exemple une charte de bonne conduite chez les enfants, ou de respect mutuel d'engagement concomitant par toutes les catégories d'une même communauté éducative. Seuls quelques établissements isolés négocient ou imposent un règlement, cela mérite d'être constaté. Les écoles primaires n'imposent pas de règles claires à l'enfant. Ce qui est interdit ou proscrit est rarement écrit ou rappelé aux enfants et aux adultes. Rares sont les règles par exemple sur le langage utilisé, la tenue adoptée, l'alimentation, la ponctualité. Les seules règles strictes concernent la sanction ou la répression ou l'interdiction. Les maîtres qui font une leçon de morale tous les jours ou plusieurs fois par semaine sont rarissimes. On peut parfois observer une séance hebdomadaire d'éducation civique, ou quelquefois une gestion coopérative de la classe qui semble permettre d'apporter quelques bases de l'éducation morale. Respect, politesse, ponctualité, écoute mutuelle, ordre et soin. Ce que l'on peut éventuellement observer aussi, ce sont quelques indications lors d'une causerie philosophique, une fois par quinzaine par exemple. Ce que l'on peut conjecturer à première vue, c'est que l'éducation primaire ne semble pas voir les règlements comme utiles à développer des qualités morales traditionnelles telles que l'attention aux autres, la compassion, etc. Les textes officiels n'exigent d'ailleurs pas de tels règlements. Les instructions ministérielles que nous évoquions plus haut sont allusives, évocatrices sans être injonctives. Peu de choses dans les programmes scolaires français sont cataloguées éducatives, au sens de la morale, et pas de leçons d'éthique comme on peut en trouver dans certains pays.
Faut-il voir la violence partout? Avec cette érosion de l'autorité pour toile de fond, le grand public a des difficultés à identifier les causes et à comprendre le mal observé un peu partout, les incivilités, la violence et la déviance qui semblent persistantes au XXIe siècle. Et chez les jeunes scolarisés, les sanctions qu'elles entraînent semblent souvent provoquer un sentiment d'injustice et engendrer parfois de fortes réactions. Les journalistes tentent de se faire l'écho de ces inquiétudes et de ces tensions qui traversent la société. L'école risque-t-elle de devenir un lieu de non-droit? Plusieurs auteurs le craignent, tels Gauthier et Tardif 1996, Pain 2006, Truchot 1998, Dubay 2002. Pour aborder la question de la violence à l'école, c'est-à-dire selon lui la violence dans l'école et la violence de l'école, Pain 2006 analyse l'école comme un espace pédagogique dans lequel il cherche à comprendre les violences qui s'y expriment. L'idée directrice de cet ouvrage est que les violences de l'école appellent avant tout des réponses pédagogiques, celles-ci devant tenir compte de différents éléments fondamentaux. L'existence d'un double bind, une injonction paradoxale scolaire qui propose d'aller à l'école pour réussir mais ne pas en être sûr, et au contraire être plutôt convaincu du contraire. Ibidem page 43, ce qui conduit certains élèves à un refus social. Le fait qu'avec la violence à l'école, c'est la société qui rentre à l'école avec ses problèmes sociaux, Ibidem page 64. Une vision de l'adolescence et de ses rapports à l'autorité, définie ici comme un pouvoir sans la force. Une nécessaire évolution du métier d'enseignant dans un cadre collectif, qui n'élude pas la part éducative de l'exercice. Dubay soutient que si la tentation est grande de défendre l'école contre les barbares que seraient les enfants des milieux populaires, c'est pourtant l'école elle-même qui coproduit les violences scolaires en maintenant une compétitivité sélective élitiste et une représentation naturelle de l'autorité plutôt que de se fonder sur un sentiment de justice et de démocratie que pourraient ressentir les élèves. Mais paradoxalement, les incivilités et les violences au sein même de l'école se sont développées aussi vite qu'enflait le discours sur l'instruction civique, Gueret, 1997. Et même si la politique du ministère de l'Intérieur, depuis quelques années, a accentué la répression et pénalisé davantage les violences des jeunes, dans le même temps les actes de délinquance de ces jeunes dans l'école et dans les quartiers ont augmenté de 47% pour les seuls mineurs. Le Sénat avait attiré l'attention sur l'aggravation de la violence à l'école, dans une commission d'enquête 2001-2002, considérant l'école comme une digue fissurée. Partant du principe que l'éducation restait l'antithèse de la brutalité, l'école a longtemps bénéficié d'une image d'îlot préservé de toute délinquance. Cette image a aujourd'hui vécu. La délinquance existe au sein de l'école, et la difficulté de celle-ci à assurer les missions qui lui sont confiées est souvent citée parmi les causes de la délinquance. Le même rapport se fait alarmant, en parlant de la destruction du sanctuaire que doit être normalement l'école républicaine. Le prestige dont jouit l'école au sein de la société française est ancien. Lieu de transmission du savoir et véhicule des valeurs démocratiques, elle est à la base d'un consensus national et l'objet de tous les respects. Cette situation est aujourd'hui remise en cause, non seulement par la dégradation des conditions d'enseignement et d'éducation, mais encore parce que l'école elle-même est devenue un lieu d'expression de la délinquance. Le développement des violences en milieu scolaire questionne évidemment le fonctionnement d'un système éducatif qui, pour le noyau qui n'y réussit pas, est un facteur de désintégration, ibidem. Certains craignent finalement que ne s'installe l'exaltation d'un chacun pour soi. La compassion serait le meilleur baromètre pour mesurer le vrai degré de civilisation d'une société. À l'inverse, l'exaltation infantile du chacun pour soi et la rapacité généralisée signalent que rôde une sorte de barbarie ratatinée, Guilbault 2007. Ce constat, présenté dans des termes sans doute plus lyriques que scientifiques, se veut celui d'un mal et d'une cruauté qui caractériseraient notre société. La haine déferle pour un rien, un oubli, un frôlement de voiture, un regard, une distraction d'autrui, un confrère qui vous fait de l'ombre. L'égoïsme, le mépris, l'indifférence aggravent partout et sans trêve la cruauté du monde humain. L'excès de cruauté nourrit de lui-même par saturation l'indifférence et l'inattention. Ce mal de l'humain sur l'humain vient de la haine, de l'incompréhension et du mensonge. Il est nourri par la barbarie de l'esprit, les cruautés entre les relations entre individus, groupes, ethnies, religions,
race, demeure terrifiante, Morin 2004, pp 216 et SQ. Toutes ces remarques pousseraient donc à assimiler l'érosion de l'autorité à un déclin de l'éducation morale et à un développement des incivilités et de la violence parmi les jeunes. Le constat que se multiplient des formes de violence serait à imputer à une érosion de l'autorité, aggravée par un affaissement de l'éducation morale. S'il peut paraître hâtif de poser une telle concaténation logique, on ne peut exclure qu'il y ait un lien effectif entre ces trois idées. Les parents s'estiment-ils dépassés ? Dans le rapport que nous citions plus haut, un verdict prévisible est annoncé. Selon ce rapport du Sénat, beaucoup de parents ne joueraient pas leur rôle. Titulaires de l'autorité parentale, les parents sont les premiers responsables des comportements déviants de leurs enfants, comportements qu'ils se sont révélés incapables de prévenir et de réprimer. Pourtant, leur responsabilité n'est pas égale. Dans certaines familles, les parents rencontrent parfois des difficultés telles qu'ils craquent. D'autres se révèlent pervers et à l'origine des faits dont leurs enfants sont accusés. Mais sans doute, le chômage accentue-t-il les difficultés des parents. Le chômage atteint des niveaux élevés et concentrés sur certains quartiers. Les résultats du recensement de 1999 indiquent que le taux d'activité des zones urbaines sensibles est de 5 points inférieur à la moyenne nationale, sans que ces zones n'aient par ailleurs été les grandes bénéficiaires de la croissance. Quand l'emploi existe, il y est en outre davantage précaire qu'ailleurs. Les contrats à durée déterminée, l'intérim ou les emplois aidés entraînent un niveau de vie plus faible et l'incertitude sur l'avenir. Pour beaucoup de familles, l'urgence reste la gestion de préoccupations immédiates, notamment le gîte et le couvert. Cette situation fait de certains parents, malgré eux, le triste exemple d'une insertion sociale en apparence vouée à l'échec. Pour les mêmes raisons, les logements délabrés, comme y avait déjà insisté Marx dans le livre 1 du Capital, contribuent à saper le travail éducatif. Le nombre élevé de logements dégradés, insalubres voire tout simplement trop exigus, la pénurie de logements adéquats sape le travail éducatif des parents. En effet, ces derniers se trouvent contraints d'envoyer leurs enfants dehors pour des raisons de commodité, voire de sécurité. Dans ce contexte, la supervision parentale ne se fait plus. Les mauvaises conditions de logement instaurent, dans la prise en charge des enfants, une concurrence dangereuse entre les parents et la rue. Le fait que les familles soient insuffisamment accompagnées aggrave probablement leurs difficultés. Les obligations des familles sont établies par la loi, et d'un point de vue général par la culture. Le développement paisible de l'enfant se fait avant tout dans la famille, lieu où il puise ce qui est nécessaire à son développement harmonieux. Cette obligation de résultat n'étant pas facile à remplir, la société a pour devoir d'aider les familles les plus fragiles. Cependant, les dispositifs qui organisent cette assistance ne sont pas tous adaptés et conduisent même parfois à des effets pervers. En effet, c'est finalement par absence d'être que les adolescents peuvent entrer en déviance et en délinquance. La plupart des personnes entendues par la commission d'enquête ont constaté qu'une proportion importante de mineurs délinquants présentaient hantés des troubles sérieux du comportement. Or, non seulement ces troubles ne sont pas repérés de manière précoce, mais ils suscitent le désarroi de l'ensemble des institutions, ces adolescents n'étant pas fous comme on est normalement fou. Chartier 2002. Le journal La Croix, dans un article spécial, dénonce alors le désarroi parental. Les enfants d'aujourd'hui se fichent de tout, ils ne respectent plus rien, entend-on souvent à propos de cette génération qui serait, à en croire ses aînés, sans foi ni loi. Pourtant, de telles accusations ne datent pas d'aujourd'hui. Sous la plume d'Hésiode ou de Socrate, on peut en trouver de semblables, voire de plus sévères à l'égard de la jeunesse de leur temps. Reste que derrière ces plaintes, on devine une inquiétude, une désespérance de nombreux adultes qui pensent qu'une vie qui n'est pas guidée, balisée par quelques valeurs morales, est vouée à l'errance et à ses malheurs. On voit donc bien quel pourrait être le tissage entre injustice économique, crise sociale, désarroi des parents, érosion de l'autorité, effondrement de l'éducation morale et incivilité, déviance, délinquance. Enseigne-t-on aujourd'hui plus que l'on éduque ? C'est dans ce contexte que la ministre de l'Éducation avait commencé à sonner en 1997 le retour de l'instruction civique et morale. En école élémentaire, les enseignants devaient désormais privilégier l'enseignement de la civilité,
À travers des valeurs comme la tolérance et comme la responsabilité, cette éducation fut donc renforcée en école et collège, elle devint obligatoire au lycée. La polémique sur la distinction supposée entre une mission d'enseignement et une mission d'éducation s'en trouvait relancée. Plus précisément, lors par exemple d'une conférence sur les missions des enseignants, l'inspecteur général de l'Éducation nationale Jean-Pierre Aubin soutenait qu'il y a un déficit d'éducation au profit de l'instruction, et que l'on ne forme plus le caractère mais que l'on remplit les têtes. Dans la même optique, beaucoup de formateurs d'IEFM ont considéré que si l'école avait le souci d'associer deux missions, instruire et éduquer, l'éducation viserait l'amélioration de la personnalité, et l'instruction ne chercherait qu'à transmettre des savoirs sans souci de retenue éthique. Chez certains pédagogues, on risquait alors d'assister à une surenchère. Restaurer la fonction éducative des enseignants qui aurait disparu au profit des contenus didactiques et formés à la politesse dès l'école maternelle, Duchesne 1997. Mais d'autres dénoncèrent l'incohérence d'une institution qui ne respecte plus les règles qu'elle imposait aux élèves, Mougnotte et Mérieux, 1997. Paradoxalement, certains dénoncèrent l'absence d'activités éducatives dans l'enseignement, et expliquèrent que le respect de ce droit à l'éducation n'existait plus vraiment dans l'école d'aujourd'hui, constatant que nombre d'enseignants préféraient imposer les règles par la force plutôt que d'en faire l'objet de négociations, ne visant donc pas l'épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité, Truchot, 1998. Il s'agit du coup de souligner l'importance de la détermination de la place de l'éducateur, qui ne peut rester neutre, et doit choisir une philosophie de l'éducation en fonction d'un système de valeurs et d'une conception de l'homme, Xif 2001, et de s'interroger même sur ce que devrait être une déontologie spécifique des enseignants, Préra 2010. Jusque-là, la discussion semble enfermée dans un dualisme de l'instruction et de l'éducation, comme si les deux termes contraignaient l'école publique à choisir entre deux modèles, l'un plutôt didactique, l'autre plutôt pédagogique, avec en arrière-plan deux conceptions différentes de l'autorité du professeur. Questionnement liminaire. À partir de ces constats préliminaires, de ces interrogations, de ces opinions et jugements divers, nous avons formulé une première série de questionnements en vue de préparer l'orientation de notre enquête et la construction de questionnaires à adresser aux enseignants. Une revue de questions. Il nous a semblé utile, dans cette perspective d'enquête concernant l'éducation morale scolaire, de recueillir la parole des professeurs eux-mêmes pour les confronter à ces éléments de constat. La série des questions suivantes vise donc à mettre en forme interrogative l'évocation précédente de constats massifs que nous avons recueillis dans la première phase simplement exploratoire de notre enquête, en vue de réaliser un questionnaire d'enquête. 1. Les enseignants de l'école primaire partagent-ils les constats assez répandus que nous venons de rappeler? Démission ou laisser-aller des parents fréquents, augmentation régulière des incivilités voire de la violence juvénile et scolaire, absence de modélisation et d'exemplarité des adultes, parents ou maîtres, absence de charte négociée ou d'accord écrit entre les maîtres sur leurs obligations morales et leurs devoirs face aux enfants et aux familles. 2. Les professeurs des écoles se perçoivent-ils aujourd'hui comme des éducateurs ou strictement comme des enseignants? Font-ils une différence entre ces termes en termes de mission? Ou bien n'en font-ils pas et pourquoi? 3. Les textes officiels de l'éducation nationale après mai 1968 passent sous silence la question de l'éducation aux valeurs, la laissant dans l'implicite du métier, et n'obligent à rien concernant morale et humanité, se plaçant seulement dans la suggestion, dans le conseil, sans jamais se placer dans l'obligation ou dans la prescription. Que peuvent en penser les enseignants au vu des réalités scolaires? 4. Les enseignants ont-ils été formés ou ont-ils imaginé et expérimenter des stratégies permettant de juguler la violence dans leur classe ou leur école? 5. La construction de l'usage chez l'élève et l'acceptation de l'obéissance sont-elles liées à des stratégies autoritaires, règles orales imposées par l'adulte dans la classe et sans concertation avec la classe? 6. Les normes morales des maîtres seraient-elles différentes? Les valeurs minimales qui permettent le vivre ensemble ne seraient-elles pas identiques entre tous les enseignants ou très différentes d'un professeur à l'autre? 7. Les principes moraux et les règles internes en classe, supposés devoir être appliqués,
constitue-t-il une morale minimale, sans laquelle les maîtres ne pourraient exercer leur métier? Exemple. Politesse, ponctualité, obéissance à un adulte qui a toujours ou souvent raison face à l'enfant, respect du corps des autres, prescription du vol, de l'insulte et de la violence physique visible. 8. N'y a-t-il pas des pratiques pédagogiques habituelles chez des professeurs concernant directement la sensibilisation aux valeurs humanistes dans le cadre des diverses leçons données? Existe-t-il des pratiques de référence à la morale ou aux règles de conduite dans certaines disciplines? Mathématiques, français, découverte du monde, etc. Si oui, quelles valeurs sont-elles mobilisées? 9. Existe-t-il éventuellement des séances régulières d'apprentissage du vivre ensemble, ou d'ateliers de discussion? 10. Certaines valeurs morales ne font-elles que rarement ou jamais l'objet d'une éducation systématique imposée aux enfants? Le goût de la vérité, la paix, l'action juste, l'attention aux autres, le service désintéressé à autrui, la bienveillance, l'acceptation des différences, etc. 11. L'absence de définition ou de présentation des priorités existentielles et du sens de la vie sont-ils des problèmes abordés en classe? Qui est-on? D'où vient-on? Quelle peut être la destinée de l'homme? 12. Y a-t-il aux yeux des enseignants un lien entre l'augmentation de la violence juvénile à l'école et la violence des médias, télévision, jeux électroniques? La présence massive de la violence dans les journaux, au cinéma et à la télévision à des heures de grande écoute fait-elle du mal aux enfants? 13. L'école cautionne-t-elle les pseudo-valeurs véhiculées par la société de consommation? Ou font-elles l'objet d'une critique ou d'un débat en classe, par exemple, attrait de l'argent vite gagné, individualisme nécessaire pour réussir, importance du paraître et non importance de l'être, recherche de plaisir sensoriel immédiat, etc. 14. Y a-t-il nécessité de restaurer l'éducation à la morale et aux valeurs en France? Sous quelle forme, de quelle façon, avec quelle pratique, à quel niveau? Pour quels objectifs, avec quelle méthode? Base d'orientation de l'enquête. Ces constats et interrogations nous conduisent à devoir faire le point sur les valeurs et sur les principes moraux et qui ont été enseignés depuis 100 ans, entre les années Jules Ferry, fin du XIXe, et les années François Mitterrand, fin du XXe, afin de savoir sur quelle construction culturelle et éducative se fonder avant d'examiner la situation actuelle et de réfléchir à de possibles perspectives pour demain. Nous allons faire le point sur les principes et les préceptes qui ont fait l'objet d'une éducation morale au XXe en France, au sein de l'enseignement élémentaire dans la première partie de cette thèse. Il s'agira d'une historiographie visant à extraire de livres scolaires et de textes officiels les éléments essentiels constitutifs des objectifs didactiques entre les années Ferry, 1880-1900, et les années Mitterrand-Sarkozy, 1981-2010, en esquissant une analyse de manuels scolaires et d'instructions officielles publiées par le ministère. Mais que reste-t-il au juste de l'éducation morale en classe élémentaire dans les années 2000-2012? Pour établir ce bilan, 3 stratégies nous aideront à jauger la situation. D'abord un questionnaire national, rempli par 130 enseignants de classe élémentaire de tout département, puis la mise au point de ce que nous avons constaté en tant qu'inspecteur de l'enseignement primaire, dans le Maine-et-Loire entre 1983 et 2003. Enfin, un bilan des lectures d'ouvrages concernant l'enseignement de l'instruction civique et morale, publiés récemment ou écrits pendant les années précédant notre recherche. Nous pourrons alors estimer ce qui paraît subsister de l'éducation morale en milieu scolaire, dans le premier degré aujourd'hui. Cette recherche se propose enfin d'imaginer des perspectives originales pour demain, en suggérant une évolution des pratiques de l'éducation morale. Il s'agira de développer une recherche de solutions concernant les problèmes liés à la morale scolaire. Cette réflexion nécessitera que soient développés et présentés ces divers aspects, dans une deuxième partie de notre thèse. Un ensemble de références théoriques précises liées aux élaborations conceptuelles de certains auteurs, utiles pour alimenter notre arrière-plan théorique. Quels principes essentiels, philosophiques et politiques, peuvent être vus comme incontournables, sur quelles normes ancrer la réflexion et la recherche avant d'envisager des propositions pour de nouvelles pratiques. Il nous faudra donc développer, en troisième partie, des suggestions pédagogiques pour reconstruire une éducation morale,
en pensant les pratiques complémentaires de l'éducation morale et de ce que nous pourrions appeler un éveil éducatif à l'éthique en école primaire. Cette troisième partie présentera donc une reconstruction de l'éducation scolaire, constituée d'abord par le respect des normes morales incontournables, mais aussi par la construction d'une première conscience éthique chez l'enfant, la mise en place de pratiques éducatives renouvelées, liées à une éducation à la citoyenneté, un éveil à des valeurs éthiques que nous considérons comme fondamentales du point de vue de ce que signifie philosophiquement la République, une recherche de solutions aux problèmes moraux récurrents, lutte contre la violence, apprentissage à mieux vivre ensemble, critique de toute domination et toute nuisance aux autres. Nous aborderons ensuite en quatrième partie la question des techniques éducatives susceptibles de permettre une évolution des comportements ou habitudes sous forme de une éducation liée à un éveil à la spiritualité laïque des enfants, et qui sera liée à l'introduction de pratiques nouvelles repensées et organisées scolairement à l'aune d'un éclairage éducatif et philosophique, exempt de tout dogme. L'organisation d'un éveil aux valeurs humanistes où l'enfant est acteur et partenaire. L'introduction de pratiques permettant de lutter contre la violence et de développer l'éveil à l'esprit pacifique. Nous verrons que ces propositions s'appuieront sur 4 principes philosophiques et politiques, qui pourraient être vus comme une expression de l'idéal démocratique, dans la mise en place des pédagogies concernées. L'exigence de respect du principe de laïcité dans l'ensemble du champ éducatif. Le rejet de toute forme de violence, de compétition, et d'évaluation discriminante et de nuisance envers l'enfant ou l'élève, quelles que soient ses difficultés. La restauration de l'autorité éducative, mais aussi le refus de toute forme de diktat sur l'enfant. L'exigence de justice, d'équité et de solidarité. En conclusion de cette recherche, nous nous efforcerons de répondre aux questionnements présentés dans notre introduction, au début de la 4e partie. Nous poserons la question de l'ouverture de cette réflexion sur un possible enseignement de l'éthique à l'école, et sur l'éthique à pratiquer pour les adultes, parents, éducateurs, enseignants, responsables des enfants. Nous essayerons de proposer des prolongements de cette enquête sous forme heuristique en élargissant la question éthique au monde économique actuel, à la sphère des religions, à la sphère politique, au secteur de la santé. Le volume se termine par la bibliographie listant les ouvrages utilisés, et des annexes dans lesquelles les lecteurs trouveront divers documents et outils pour les enseignants, tels des extraits des textes officiels, des interviews, des chartes éducatives et autres contrats, ainsi que l'enquête nationale adressée aux enseignants, formulaires et résultats. Éléments méthodologiques. Au cours de nos 4 années d'enquête, nous avons effectué progressivement une revue de questions et une présentation des publications sur le sujet qui nous intéresse, un travail de définition des concepts et des termes employés, une présentation d'éléments théoriques sur l'éducation morale avec analyse des apports de certains auteurs, un travail d'écriture et de reconstitution de cette histoire par des lectures, des recherches bibliographiques et historiques, un travail de présentation des textes officiels, un travail des apostrophes. Enquête sur des ouvrages scolaires utilisés. Pour établir une revue de la question, nous avons fait pendant la première année un bilan présentatif d'analyse, enquête, ouvrages, thèses liées aux questions que nous nous posions. En effet, pour nous construire un arrière-plan théorique sur la question de la morale, il nous a paru indispensable de faire le point sur les principaux ouvrages recensés et sur les études effectuées dans les 2 dernières décennies. Le bilan fut entrepris à partir des mots-clés, dont les études concernent directement l'éducation morale, éducation civique et éducation de la citoyenneté, etc. Mais ce travail nous a semblé devoir être complété par une enquête à propos des représentations dominantes chez les enseignants. Nous avons donc conçu un questionnaire à soumettre à un échantillon d'une centaine d'enseignants du premier degré. Que nous apprendraient-ils sur l'idée qu'ils se font de leurs pratiques concernant l'éducation morale et l'éducation aux valeurs humanistes ? Diverses questions ont été préparées avec un pré-questionnaire test, destiné aux enseignants du Maine-et-Loire, comprenant des questions fermées, mais aussi des questions ouvertes, afin d'observer ce que feraient les enseignants de ces questions.
Alors que nous envisagions de nous inscrire en thèse, ce pré-questionnaire fut proposé en 2004-2005 à 320 instituteurs de Maine-et-Loire sur l'enseignement de la morale et le rôle éducatif des enseignants. De nombreux enseignants y ont répondu. Nous avons établi et lancé un questionnaire national sur l'éducation morale à l'école. Ce questionnaire national fut préparé et proposé aux enseignants de quelques départements, aux situations géographie et sociologie professionnelles différentes. Il concerne également l'analyse que font les enseignants des pratiques actuelles, les besoins exprimés et les propositions de changement et d'évolution, ainsi que les stratégies possibles pour définir les objectifs, démarches et méthodologies susceptibles de forger, de construire une éducation nouvelle aux valeurs dans l'école élémentaire en France, avec un sondage sur la question de la spiritualité laïque, et sur leur ouverture à la possibilité de pratiques nouvelles à l'école, communication non violente, pratique de yoga à L', école, assise silencieuse, etc. Ces questionnaires visent spécifiquement à tracer un état des lieux des représentations des maîtres aujourd'hui, en essayant de savoir s'ils partagent de façon majoritaire et significative les constats que nous évoquions plus haut. Démission ou laisser-aller des parents dans l'éducation, augmentation de la violence juvénile et scolaire, absence de modélisation et d'exemplarité des adultes, sens du respect et des interdits non construits chez les enfants, fonction du surmoi dans la construction du moi. Se sentent-ils devoir être des éducateurs et non seulement des enseignants, etc. Dans cette enquête, nous avons également tenté de savoir si des valeurs font l'objet d'une éducation régulière, et si les enseignants utilisent des formes pédagogiques telles que des séquences spécifiques de morale en classe, des leçons de vivre ensemble, des leçons de sensibilisation à l'écologie. Au cours des 3 dernières décennies, on a beaucoup dit que l'acceptation de l'obéissance et des normes classiques du vivre ensemble avait été trop souvent liée par le passé à des stratégies autoritaires, règles imposées par l'adulte dans la classe et sans concertation avec les élèves. Les normes morales seraient-elles vues différemment aujourd'hui par les maîtres? Les valeurs minimales qui permettent le vivre ensemble impliquent-elles des stratégies différentes d'un enseignant à l'autre? Est-il vrai que les pratiques dominantes à l'école élémentaire ne se préoccuperaient jamais ou rarement d'une éducation morale, et que l'on ne se soucierait pas de développer les qualités morales des élèves car on passerait plus de temps à instruire qu'à éduquer, les savoirs et connaissances se révélant aux yeux des adultes et de l'administration de tutelle plus indispensables que les savoir-être? Première partie. 1. Une historiographie des évolutions de l'éducation morale au XXe. Introduction, les 3 phases de la pensée morale moderne. Nous adoptons ici une hypothèse de Lipovetsky 2002, qui distingue 3 phases essentielles dans l'histoire de la morale. Une phase théologique, avant le XVIIIe, une phase laïque moraliste, 1800 à 1950, et une phase post-moraliste, 1950 à 2010. La première phase est la plus longue historiquement, c'est la phase théologique de la morale. Jusqu'au début du XVIIIe siècle en Europe, la morale est inséparable des commandements de Dieu. C'est par la Bible et elle seule que les hommes peuvent connaître la vraie morale. La morale n'apparaît pas comme une sphère indépendante de la religion. Hors de l'Église et de la foi en Dieu, il ne peut y avoir de vertu. Pour la majorité des gens et des penseurs, seul l'Évangile et la foi en un Dieu justicier, seuls les châtiments de l'au-delà permettent d'assurer efficacement la morale. Mis à part chez un certain nombre de penseurs, dont des penseurs protestants, c'est le schéma en vigueur dans tous les esprits, avec l'idée qu'il ne peut pas y avoir de société d'athées. Cette idée se perpétue jusque chez Voltaire ou chez Locke. Sans un Dieu vengeur et justicier, rien ne peut arrêter le vol et le crime. La morale n'est possible que par la croyance en Dieu. Ce schéma fonctionne en gros jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est là que commence la deuxième phase, que l'on pourrait appeler la phase laïque moraliste des sociétés nées de la modernité. Nous la situons en gros, de 1800 à 1950. Elle reste quand même d'inspiration chrétienne jusqu'aux lois Ferry. À partir du siècle des Lumières, les modernes ont cherché à jeter les bases d'une morale indépendante des dogmes religieux et de l'autorité de l'Église. Pour ces penseurs, la morale vient des hommes, de la raison humaine. On rejette l'idée d'un fondement théologique de la morale. Les principes moraux sont pensés comme des principes strictement rationnels, universels.
C'est la constitution de la morale naturelle. L'idée est que ce sont les religions qui détournent les hommes de la vraie justice et de la vraie moralité, et qu'en réalité, s'il y a plusieurs religions, il n'y a qu'une seule vraie justice et une seule vraie morale rationnelle, présente en tout homme. Autrement dit, la morale est indépendante des confessions théologiques. On trouve cette idée chez la plupart des penseurs du XVIIIe siècle, de Voltaire à Kant, en passant par Montesquieu, Rousseau, etc. L'idée s'impose qu'une vraie morale est possible, même pour les athées, que la moralité n'a pas besoin des châtiments de l'enfer pour être authentique. L'homme peut accéder à la vertu sans l'aide de Dieu et des dogmes théologiques. Cette idée est à la base de l'enseignement de la morale laïque sous la Troisième République. Mais le paradoxe est qu'en s'émancipant de l'esprit de religion, le processus de sécularisation que l'on vient d'évoquer a emprunté à la religion une de ses figures essentielles, à savoir la notion de devoir absolu et pourrait-on dire une éthique sacrificielle. En effet, partout ce premier moment de la sécularisation moderne a célébré l'obligation morale illimitée, l'esprit du devoir civique, patriotique, familial, hygiéniste, productiviste. Après le devoir de religion, il y a donc eu la religion du devoir, c'est-à-dire le culte laïque de l'abnégation et d'un dévouement sans fin au service de la famille, de la patrie ou de l'histoire. Donc ces sociétés laïques ont inventé les droits de l'homme et se sont édifiées pour la première fois dans l'histoire à partir des droits de l'individu, liberté, égalité, en entretenant la rhétorique d'un devoir rigoriste, sacrificiel et absolu. Cela étant, notre hypothèse est que nous sommes désormais, disons depuis 1950, dans une troisième phase de l'histoire de la morale, une phase qu'on peut appeler post-moraliste, qui tout à la fois rompt et en même temps poursuit le processus de sécularisation enclenché depuis le XVIIIe siècle. Mais notons-le bien, une société post-moraliste ne sous-entend pas que l'on parle d'une société sans morale, nous y reviendrons. Cela signifie simplement une société qui désormais stimule davantage les désirs, le moi, les droits, le bonheur et le bien-être individuel que l'idéal d'abnégation et les obligations des individus. Depuis les années 1950 et 1960, autrement dit depuis l'émergence de la société de consommation et de bien-être, c'est-à-dire depuis l'extension à la majorité de la population des effets de la modernité dans les choses, nos sociétés ne sont plus dominées par les grands impératifs d'un devoir difficile, sacrificiel même, mais par la préoccupation du bonheur, de la réussite et des droits de l'individu. Nous nous efforcerons dans la troisième partie des apostrophes argumenter ces affirmations. I1. Évolution historiographique de l'éducation morale, 1890 à 1990. I1.1. Des années Jules Ferry au gouvernement de Vichy. Rappel historique et politique. Dès la Révolution française, Rabot-Saint-Étienne, 1743-1793, et Condorcet sont considérés comme les deux grands inspirateurs de la morale civique du début du XXe siècle. Peu avant sa mort, Rabot-Saint-Étienne propose une table des devoirs de l'homme et du citoyen qui se conclut par ôter ses devoirs. Un peuple est sauvage. Et Condorcet propose en 1791 un mémoire sur l'instruction publique dont s'est fortement inspiré Jules Ferry. Ce mémoire est très novateur. Pour lui, le but de l'éducation ne peut plus être de consacrer les opinions établies, mais au contraire, de les soumettre à l'examen libre de générations successives, toujours de plus en plus éclairées. Cependant, jusqu'à la loi du 28 mars 1883, la morale à l'école est une morale religieuse, chrétienne, catholique. L'école de Jules Ferry est le fruit d'une crise sociale et politique. L'école de Jules Ferry est née de conflits. 1870 voit s'affronter la France de Dieu et la France qui veut l'oublier, la Commune de Paris. En 1880, l'article 7 de la Constitution interdit aux congrégations religieuses non autorisées d'enseigner. Cet article conduit à l'expulsion de jésuites hors de France. Jules Ferry est l'un des artisans de cet article. Il souhaite une morale absolument indépendante de la loi religieuse dans les écoles communales et les collèges nationaux. Jules Ferry est au pouvoir de 1879 à début 1885, tantôt en tant que ministre de l'Instruction publique, tantôt en tant que président du Conseil. En développant les institutions scolaires, Jules Ferry répond à un souhait populaire. Le peuple croit au progrès par les Lumières dont l'instruction pour tous serait la voie et l'accomplissement.
Dès 1879, il envisage une nouvelle organisation pédagogique de l'école et de nouveaux programmes. Il veut un service public de l'enseignement et c'est ainsi qu'on aboutit à 3 mesures essentielles. La gratuité, le 16 juin 1881. L'obligation scolaire, le 28 mars 1882. La laïcité des programmes. La conciliation entre l'Église conservatrice et la République est difficile. Pour les catholiques, une grande partie du peuple, la morale ne peut être indépendante de la religion. Alors que Jules Ferry a une conception positiviste de la morale est un fait social qui porte en lui-même son commencement et sa fin. L'Église accuse les manuels scolaires d'enseignement de la morale d'attaquer la religion, et les tensions sont vives. Une circulaire du 27 novembre 1883 a pour vocation de tenter de calmer les esprits. L'éducation morale de Jules Ferry est une première laïcisation. L'éducation morale de Jules Ferry peut être considérée comme une première laïcisation. Il s'agit d'une construction spécifique de l'éducation morale par Jules Ferry, entre 1880 et 1900. L'historien Jolibert Bernard, 1998, insiste sur 3 idées essentielles. Lorsque la circulaire paraît, la loi du 28 mars 1882 avait résolu plusieurs problèmes: laïcité, obligation, gratuité. La gratuité à Reims. Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques ni dans les salles d'asile publiques, écoles maternelles. L'obligation art 4. L'instruction primaire est obligatoire pour tous les enfants des 2 sexes, français et étrangers, âgés de 6 à 14 ans révolus. La laïcité art 2. Les écoles primaires vaqueront une fois par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. En outre, l'article 17 précise que dans les écoles publiques de tous ordres, l'enseignement est confié exclusivement à un personnel laïque. Les 2 derniers points sont les plus conflictuels. Ils répondent à un contexte scolaire de crise qui dure depuis plus d'1 siècle. Avant 1880, les enseignants congréganistes étaient aussi nombreux que les non-clercs dans l'enseignement public. Les autorités académiques avaient peu de pouvoir sur eux. Le recteur de l'Académie de Dijon s'inquiétait dès 1859. Les frères et sœurs maristes obéiront toujours exclusivement à leurs supérieurs religieux, et le plus petit curé de campagne aura sur eux plus d'autorité que le grand maître de l'université. Boussinesq, 1994, page 69. Il paraît donc urgent de rétablir l'autorité administrative de l'État, dans un domaine qui lui échappe. Même si, en 1880, plus personne ne reprend officiellement les thèmes obscurantistes de la Ménée, le catholicisme n'est pas simplement une religion. C'est aussi une doctrine politique qui voit dans l'héritage de la Révolution de 1789 un véritable déicide et dans les idées des encyclopédistes, le mal par excellence. Monseigneur Frépel condamne le siècle, fidèle à la doctrine du syllabus et à l'intransigeance de Pie IX. Il s'agit de conserver à l'Église et aux familles le contrôle de l'éducation morale et civique des enfants. La laïcisation était donc nécessaire pour l'école publique. La loi en 1882 paraît d'autant plus nécessaire aux républicains qu'à leur côté, les plus radicaux imposent une surenchère anticléricale. Bert, Clémenceau, Locroix s'en prennent directement à l'idée même de religion. Pour eux, le cléricalisme n'est qu'une cible provisoire, ce qui est visé et qu'il convient de supprimer, c'est la foi, cet obstacle superstitieux au progrès des mœurs et au développement des sciences. Les radicaux avec lesquels Ferry doit compter ne souhaitent pas patienter en espérant un dépérissement idéologique qui se fait attendre. Il convient d'en précipiter la venue en forçant l'histoire. Hérold, préfet de Paris, fait enlever les crucifix des salles de classe. Le partage des compétences ne suffit pas. Il paraît à beaucoup nécessaire et urgent d'éliminer de l'école ceux qui condamnent les principes de 1789. On comprend que la position politique de Ferry soit délicate. Il croit fermement que le progrès des sciences entraînera à plus ou moins long terme le dépérissement des modèles religieux. Ses convictions positivistes l'inclinent à refuser d'introduire dans la loi de 1882 les devoirs envers Dieu, cheval de bataille des ultras, mais il ne fait pas de ce thème moral une pièce capitale de son combat. Son idée est que l'instruction fera plus pour la laïcité que la violence anti-religieuse ou l'obstruction matérialiste.
Et la laïcité reste un moyen pour l'autorité de la République de reprendre en main une éducation qui lui échappe. Quant à la foi, elle est affaire de choix individuels où le politique n'a rien à décider. Pourtant, cette thèse fait problème, car elle touche directement à la question de la formation morale. Morale et religion sont en effet étroitement imbriquées. Est-il possible de concevoir une morale indépendante de références religieuses ? Jusque-là, on subordonnait les maximes morales à des commandements divins. Or, c'est justement ce rattachement qui fait problème pour Ferry, lequel va opérer un fondement inversé. La lettre de J. Ferry aux instituteurs. L'institution a dû, au moment de la fondation de l'école laïque, pour pouvoir tout simplement fonctionner, établir une série de partages subtils entre savoir et croyance, expression publique et privée, neutralité religieuse et neutralité politique ou philosophique, idéal universaliste du citoyen et engagement politique ou religieux particulariste. Les points d'équilibre entre laïcité négative et laïcité positive, comme on disait à l'époque, n'ont pas été faciles à trouver et ils ont suscité des divergences chez les laïcs, notamment en ce qui concerne le traitement des questions controversées. Ainsi, au début du XXe siècle, les instituteurs socialistes et syndicalistes se sont mis à contester la neutralité ferriste dans laquelle ils voyaient l'expression d'une doctrine d'État rendant impossible la pluralité des points de vue. Le débat a cependant avorté car l'impartialité revendiquée pour donner droit de cité à des doctrines divergentes s'est heurtée notamment à des impossibilités pratiques dans un environnement conflictuel avec l'Église. Ognier 1994. Il était donc plus sage d'en revenir à la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883, recommandant aux maîtres de ne rien dire qui puisse choquer le sens commun ou la morale universelle. Mais il existe plusieurs lectures possibles de cette lettre fameuse où Ferry qui, tout en présentant le choix de la neutralité comme un choix simple, fait reposer sur l'initiative et la responsabilité de l'enseignant la possibilité d'aborder ou non certains sujets. Roman 2005 page 11. Une réflexion déontologique s'esquisse donc ici. Elle connaîtra divers prolongements après 1900 sans parvenir à se déployer sereinement, notamment dans le cadre de l'affaire Morisot, un instituteur ayant contrevenu à la neutralité scolaire, Martin 2005. Cette réflexion déontologique sur l'acte d'enseigner, la question de la transmission des valeurs et des contenus de connaissances légitimes à l'école laïque, se pose sans doute à nouveau frais par rapport à la Troisième République. Le contexte actuel, c'est celui d'une société fragmentée, fortement marquée par le pluralisme des convictions et des mœurs et par l'injonction à être soi. C'est celui d'une démocratie des identités, où c'est en tant que personne privée et au titre de ses options privées qu'on veut exister au regard de la chose publique, alors qu'il y a un siècle, on se définissait par abstraction de ses appartenances et de ses singularités privées, à commencer par ses convictions religieuses, afin de s'élever jusqu'à l'universel. Gauchet 2004 page 199. Qu'en est-il alors du partage laïque entre opinion et croyance d'un côté, vérité et savoir de l'autre ? Et qu'en est-il d'une formation laïque à une morale civique commune ? Comment aborder dans l'école laïque les questions les plus controversées, et notamment celles liées aux religieux ? La pédagogie du débat, à laquelle invitent depuis les années 1990 de nombreux textes officiels, change-t-elle la donne ? Ces questions appellent des approches historiques, philosophiques et sociologiques. Les lois Ferry, l'éducation morale et l'école. Pour Ferry, l'école laïque doit donc rester ce lieu privilégié où s'enseigne une morale de concorde en dépit des mouvements extérieurs d'hostilité. L'idée de laïcité, rappelons que le mot n'apparaît fixé dans le vocabulaire qu'en 1871, insistera toujours sur ce qui rassemble. Lorsque la cohésion sociale est menacée d'éclatement, c'est la société qui risque de se dissoudre. La tâche de l'école républicaine est alors de réunir ce qui peut encore l'être. La lettre circulaire aux instituteurs a donc aussi pour mission de modérer le zèle anticlérical que certains instituteurs manifestaient avec une grande maladresse. Dans son discours au Sénat du 31 mai 1883, J. Ferry insiste. L'instituteur n'a pas à enseigner de toute pièce une morale théorique, suivie d'une morale pratique, comme s'il s'adressait à des enfants dépourvus de toute notion préalable du bien et du mal.
L'immense majorité lui arrive au contraire ayant déjà reçu ou recevant un enseignement religieux qui les familiarise avec l'idée d'un Dieu auteur de l'univers et père des hommes, avec les traditions, les croyances, les pratiques d'un culte. Ils ont déjà reçu les notions fondamentales de la morale éternelle et universelle, mais ces notions sont encore chez eux à l'état de germe naissant et fragile. Elles attendent d'être mûries et développées par une culture convenable. C'est cette culture que l'instituteur va leur donner. L'analyse de J. Ferry rejoint celle de Durkheim. Au niveau des dogmes, le maître se montrera discret ou parlera avec prudence. Au niveau des comportements, des principes moraux, des valeurs, non seulement il peut intervenir, mais il le doit. Il y va de l'unité de la République et au-delà, de l'humanité elle-même. La morale reste l'objet d'une instruction. Quelles règles pratiques proposer à des maîtres d'école qui ne sont pas tous spécialistes des traités des grandes ou des petites vertus? Le problème qui se pose à l'enseignant n'est pas seulement un problème philosophique de pure morale théorique, c'est aussi un problème de pédagogie pratique. Que faut-il enseigner exactement? Comment enseigner une morale qui ne heurte personne de front? À survoler l'analyse de J. Ferry, les professeurs et les instituteurs ne doivent transmettre qu'une morale qui, à force de prudence, se voit condamnée à rester hésitante dans ses principes, flottante dans son expression. Comme le note, non sans quelque perfidie, A. de Monzy, ex-collaborateur d'Abriand, en vain les philosophes s'efforcent de saisir cette morale laïque pour le compte de la République et on demande déjà à des enseignants de la professer. L'enseignement moral change de thème au gré des opinions du maître d'école. Il varie sous l'empire du sentiment public. L'histoire des mœurs et les idées pédagogiques de notre temps justifient cette pittoresque formule d'un jeune sociologue qui parle d'un aspect ondulatoire de la morale. À cette remarque ironique, les anticléricaux ont beau jeu de répondre avec affrance que la morale religieuse recèle des ambiguïtés non moins importantes. Il conviendrait de se demander s'il y a vraiment une morale chrétienne, et peut-être découvrirait-on qu'il y en a plus d'une. Le christianisme a beaucoup varié dans ses dogmes, il a varié plus encore dans sa morale. Faut-il en être surpris? Il est vieux de 19 siècles. Il aurait moins duré s'il avait moins changé. Ian a connu 3 formes successives de travail, l'esclavage, le servage, le salariat, et il s'est plié à toutes les conditions sociales dans lesquelles il a vécu. Il a nécessairement justifié beaucoup de morale. La réponse de J. Ferry reste fidèle à sa conception tolérante de la laïcité. D'abord, sa lettre aux instituteurs évite le débat théologique et se tient à distance du conflit théorique. Ménageant les susceptibilités religieuses et freinant l'enthousiasme anticlérical des radicaux, il propose une réponse tout empirique à la question de l'enseignement moral dans l'école. Son conseil est immédiatement pratique. Lorsque vous devez proposer une appréciation, juger en termes de valeur, défendre telle conduite plutôt que telle autre, demandez-vous si ce que vous allez proposer aux enfants pourrait froisser un père de famille quelconque présent dans la classe. Si oui, abstenez-vous. Sinon, parlez hardiment. Il y a là un fond de kantisme détourné, pour lequel le modèle du père de famille tiendrait lieu d'universel responsable. Lorsque la maxime de l'action peut être reconnue par tous ces hommes responsables, alors il faut l'ériger en règle morale, sinon gardons-nous de heurter des sentiments dont nous ne sommes pas les juges. Mais dans sa circulaire, J. Ferry écrit en politique et la paix sociale est à ce prix tout comme la liberté morale. Il s'agit donc bien aussi d'une concession au Parti catholique. L'humaniste perce sous le politique, et le positiviste se devine sous le stratège. Ayant à faire une confession intellectuelle devant ceux qui veulent bien m'admettre parmi leurs frères, je déclare adhérer au principe que j'ai trouvé il y a une quinzaine d'années, dans les livres du fondateur de la philosophie positive. La théorie morale du positivisme est essentiellement la substitution de l'amour de l'humanité à l'amour de Dieu. Nous avons dans l'école un trop grand respect de l'évolution humaine dans le passé pour traiter avec dédain les services séculaires rendus par la morale de l'amour de Dieu. Mais cette morale est insuffisante. Son insuffisance repose d'une part sur le fond d'illusions théologiques que toute religion véhicule et entretient, maintenant l'aliénation par la teneur imaginaire, d'autre part sur le fait que la morale religieuse reste finalement égoïste. Ne vise-t-elle pas en effet au salut personnel égoïste, au lieu de conduire à l'amour de l'humanité?
à l'école de donner aux hommes la place que l'illusion religieuse leur avait fait perdre. La suprême valeur n'est autre que l'humanité elle-même. Pour J. Ferry, ce dernier point est le plus important. La morale religieuse détourne la compassion de son but véritable, l'homme. L'école doit devenir l'instrument de la désaliénation. Au lieu de les perdre dans l'illusion religieuse, elle doit aider les hommes à se réaliser, c'est-à-dire à révéler en eux l'humanité à laquelle ils appartiennent. La période de 1900 à 1914, remarques et critiques. Voici une synthèse de critiques relevées au fil de nos lectures concernant l'éducation morale depuis Ferry jusqu'à 1914. Depuis Jules Ferry jusqu'en 1914, première remarque. Les préceptes et maximes que l'on inculque aux élèves sont lourds et pleins d'inepties. Voici quelques exemples. Imiter les animaux pour leur sobriété. Réfléchir à l'avance à toutes les catastrophes qui pourraient survenir, être poli envers tout le monde, surtout les vieillards et les autorités, etc. Jusqu'en 1914, la morale est omniprésente dans l'enseignement, morale transversale donc interdisciplinaire. Voici un exemple, conjugué au mode impératif, sois bon. Sois fort. Ne sois pas méchant. Je me brûlerai la cervelle plutôt que de manquer à mon nom. À toutes les personnes du temps, puis au conditionnel passé et à l'impératif. Et comme l'avait si bien souligné Jules Ferry, on ne demande surtout pas aux élèves de comprendre. Il n'y a que peu de traces de l'esprit critique évoqué par Durkheim, et encore moins de notions de travail de groupe. Il faut apprendre ce que dit le maître et faire comme fait le maître, ou dit qu'il fait, dont le comportement doit être un modèle de moralité pour l'élève. On est dans un modèle éducatif purement transmissif. B. Le témoignage d'un inspecteur du primaire en 1913. On sait que la loi de 1882 avait écarté de l'école publique l'enseignement confessionnel, et notamment les devoirs envers Dieu. Mais par respect pour la dignité des membres de l'enseignement dont la majorité était spiritualiste, disait le ministre d'alors, Jules Ferry, les devoirs envers Dieu furent maintenus dans les programmes de morale de l'école primaire. Et Jules Ferry justifiait cette contradiction entre la loi et les programmes par une nécessité du moment, qui n'engageait aucunement la liberté scientifique du présent et de l'avenir. Il proclamait, pour rassurer la conscience des professeurs spiritualistes, que la neutralité confessionnelle n'impliquait en aucune façon la neutralité philosophique, mais il disait aussi en parlant de l'université: il n'y a pas de corps plus libéral, au point de vue des doctrines, et vous verrez certainement éclore dans son sein des intelligences plus hardies, plus osées si vous voulez, qui chercheront à dégager les dogmes de la morale des dogmes de la théodicée. Monsieur l'inspecteur Berthoneau nous rappelle donc que la morale fut épurée de ses dogmes religieux. Les prédictions de Jules Ferry se sont réalisées. Les dogmes de la morale se sont dégagés peu à peu des dogmes de la théodicée. Les programmes de l'école primaire supérieure, les programmes des écoles normales primaires, les programmes de l'enseignement secondaire sont muets sur les devoirs envers Dieu. Si les programmes de l'école élémentaire énumèrent encore ces devoirs, les maîtres qui les enseignent deviennent de plus en plus rares. Et quant à ceux qui en font le principe et la fin de la morale, on est en droit de se demander s'ils existent encore. Les uns et les autres sont trop respectueux des croyances et des non-croyances des parents de leurs élèves, pour enseigner les devoirs envers un Dieu personnel. Voilà donc l'enseignement de la morale à peu près libéré de la métaphysique religieuse. Il faut s'en féliciter. Ces rapports d'un inspecteur d'académie, Seine, S. La période 1902 à 1912, le principal écueil de l'enseignement moral est d'être trop abstrait sans pratique et dès lors sans action sur la formation du cœur et du caractère, et sans influence sur la conduite. Mais aussi, utilitarisme et sécheresse, voilà les deux principaux périls dont les éducateurs ne se garderaient pas toujours suffisamment, selon cet IA. Recteur de Paris dans son rapport triennal de 1906, s'il doit échapper au dogmatisme contraire à l'esprit de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement moral doit toutefois être élevé de ton et de doctrine, pour être capable de donner au pays des citoyens honnêtes et dévoués. D. La morale laïque au travers des cahiers d'écoliers. L'étude d'un corpus de 210 cahiers d'écoliers, au travers des leçons et cours prodigués par les instituteurs d'une part, et à la lecture des devoirs de morale écrits par les élèves de l'époque, a permis à Jean Bobéro d'analyser les cours. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.